Dis Jamy, tu sais qui a passé le cap des 85 ans? Ta grand-mère? Mais non, une célébrité dont on pourrait parler. Oh, Marcel Amont. Bleu, bleu, le ciel de Provence. Blanc, 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 le goéland, le bateau blanc qui danse. Mais non, qui connaît encore Marcel Amont? Non, une personnalité de fiction dont on pourrait parler. Mais oui, évidemment, Mickey Mouse. Oh, bonjour les amis, ça va? C'est moi, Mickey. Vous voulez venir voir ma nouvelle maison? On y est presque. Un personnage humain de fiction? Alors nous allons parler de Popeye. Un personnage humain, belge et de fiction. Mais oui, bien sûr, nous allons voyager avec Tintin. Et savais-tu que certains faits relatés par Hergé sont basés sur de véritables faits historiques? Pas possible. Mais si, allez, chauffe Marcel, nous allons remonter le temps. Marcel, grâce à de nombreux tintinologues... Tintino quoi? Tintinologues. Et c'est quoi un tintinologue? C'est une bonne question. Moi, je vais vous le dire. Un tintinologue, c'est quelqu'un qui étudie les aventures de Tintin. Et quelle chance, nous avons justement le plus grand des tintinologues, ici même, dans les murs de la Haute École Paul-Henri Spaak. Monsieur Dufay, vous êtes donc un fervent tintinologue. Pourriez-vous nous en dire plus, s'il vous plaît? Oui, mais je crois que vous exagérez un petit peu en expliquant que je suis un des plus grands tintinologues, disons un grand tintinologue de Nivelles. Ce serait peut-être plus juste, me semble-t-il. Alors, moi, ce que je voudrais mettre en évidence, c'est que je pense qu'il y a eu une, deux, voire trois générations de jeunes, d'enfants et d'adolescents, voire même d'adultes, qui ont été sensibilisés plutôt à l'actualité, aux événements de leur temps, grâce à la lecture de quelques ouvrages clés qui ont vraiment été très instructifs à ce sujet. Il suffit de relire par exemple Tintin au pays de l'or noir, qui nous informe sur l'importance de la production pétrolière dans l'éclatement du conflit au Proche-Orient. Je pense aussi à l'oreille cassée qui nous informe là aussi sur les problèmes pétroliers, les problèmes d'armement qui conduisent à la guerre entre des nations sud-américaines. Je pense aussi au Lotus Bleu qui nous explique au fond de manière assez claire d'où vient le conflit entre la Chine et le Japon dans le courant des années 30. Je vois, merci Monsieur Dufay, ce fut fort instructif. Et c'est grâce à de célèbres tintinologues comme Monsieur Dufay que nous vous avons sélectionné certains albums de Tintin qui nous en apprennent beaucoup sur les secrets de notre histoire. Notre première étape nous emmène en Amérique du Nord dans les années 20. Direction l'Amérique du Nord. Mais on va où? C'est un peu vaste l'Amérique du Nord. C'est vrai, plus précisément à Chicago. Là. Chicago. Mais pourquoi Chicago? Qu'est-ce qui s'est passé de si intéressant au XXe siècle? Je te donne un indice. Années 30, dans une ville qui sera bientôt déclarée comme sans foi ni loi. Ah ouais, super indice. Non, sérieusement, je vois pas. Mais voyons Fred, sois plus précis. Sabine, la prohibition, ça te dit quelque chose? Vaguement. Bon alors là, Jamy, je sais pas quoi faire, on peut pas être plus précis. Oui, bon, là je te l'accorde. Je pense que nous avons besoin d'un expert en la matière pour te réexpliquer tout ça, Sabine. Et qui mieux que le célèbre professeur Carter, historien spécialisé dans l'histoire américaine. Eh bien, bonjour Monsieur Carter et bienvenue. Eh bien, dites-nous, pouvez-vous nous rafraîchir la mémoire? Qu'est-ce que la prohibition au juste? Ça va, Stephen.
C'est la loi connue comme la loi de la prohibition qui interdit aux citoyens américains de consommer de l'alcool entre 1919 et 1933. Quelle idée de climat pareil. Il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Depuis des décennies, des mouvements de tempérance souhaitaient sauver les Américains de l'alcool. Évidemment, les Américains, eux, ne voulaient pas être sauvés, un peu comme vous, mademoiselle Sabine. Mais alors, qu'est-ce qu'ils ont fait les mouvements de tempérance? Oui, donc les activistes, qui savent évidemment mieux que les Américains ce qui est bon pour eux, font un lobbying intense sur le gouvernement afin qu'il interdise purement et simplement l'alcool aux États-Unis. Et quel a été l'impact de la prohibition? A-t-elle eu un effet positif? Avec une touchante naïveté qui force l'admiration, ils ont cru simplement que les Américains allaient accepter cette loi et arrêter de consommer de l'alcool. Et à l'inverse de ce qu'attendaient les activistes, c'est à ce moment-là, la prohibition est devenue en fait une période trouble de l'histoire des États-Unis, durant laquelle les mafias se sont constituées et se sont fortifiées autour de la contrebande d'alcool. Merci, monsieur Carter. Je commence à comprendre le lien avec le XXe siècle. Mais quel est le rapport avec Tintin? Eh bien, tu ne connais pas l'album de Tintin en Amérique? Ah oui, c'est celui où Tintin se rend à Chicago pour démanteler le réseau de crime organisé et dirigé par le fameux Al Capone, c'est ça? Exactement, Sabine. Et sur quoi reposait ce réseau de crime organisé, notamment? La prohibition et la contrebande d'alcool qui est venue avec. Ah oui, je vois. Donc en fait, en lisant Tintin, j'apprenais de réels faits historiques. Génial! Tout à fait, et tu n'es pas sans savoir qu'Al Capone n'est pas qu'un simple personnage de bande dessinée. Ah bon? Mais non, je plaisante, c'est pas aussi bête que ça quand même. Oui. En tout cas, le voici en chair et en os. Al Capone, l'un des plus célèbres gangsters des années 20 à 30. Bah, quelle tête! Et oui, fameuse tête qui d'ailleurs inspira son surnom de Scarface. Scarface, ça ne te dit pas quelque chose? Ah oui, effectivement. Ça a l'air d'être un personnage sympathique en plus. Eh bien, c'est vrai que sa sympathie saute tout de suite aux yeux, surtout quand on a un entretien avec lui. Tu l'as donc rencontré? Nous avons eu ce grand honneur, oui. Et voici les images de cet entretien exclusif. Monsieur Capone, bonjour et merci de nous recevoir. Que pensez-vous de l'interdiction de l'alcool? Étiez-vous favorable à l'adoption de la Volston Act? Bien sûr, et je vais vous dire pourquoi. C'est quelque chose d'inouï. Toute l'industrie de la bière, du vin, de l'alcool, une des plus importantes du pays, a été purement et simplement remise aux mains des criminels, c'est-à-dire à mes mains en ce qui concerne Chicago. Racontez-nous cette période trouble mais foisonnante pour vous que fut la prohibition. Cette période marqua le véritable développement de l'organisation mafieuse de Chicago en ajoutant la très lucrative contrebande d'alcool à nos activités. De 1919 à 1933, au plus fort de la prohibition, je gagnais 100 millions de dollars par an grâce à l'exploitation de bars clandestins notamment. Et vous n'avez jamais eu d'ennui avec la police durant toutes ces années? Oh non, vous voulez rire? On savait parfaitement comment gérer ces pantins. Pourriez-vous être un petit peu plus précis? C'est simple. L'organisation criminelle par l'intimidation et la corruption d'officiels et de policiers contrôlait de facto la ville de Chicago. Elle était à nous, et ses soi-disant forces de l'ordre aussi. Mais tout se compliqua avec l'arrivée de la fameuse Ligue des Justiciers. De quelle ligue voulez-vous parler? Quel était son rôle? Ness a décidé de monter une équipe spéciale pour lutter contre le crime organisé autour de la contrebande d'alcool. Comme je vous l'ai dit, c'est moi qui étais le boss de ce genre d'activité. Donc en s'attaquant à cela, Ness s'attaquait directement à moi. C'est pourquoi j'ai essayé de l'arrêter, lui et sa bande de justiciers, de toutes les façons possibles. J'ai tenté de les infiltrer, notamment, mais une fois que leur groupe était constitué, rien ne pouvait plus les arrêter. Ce n'est pas pour rien qu'on les appelait les incorruptibles. Quel personnage! Mais tiens, à quoi fait-il référence quand il parle de Ness et de sa ligue de justiciers? Une ligue de justiciers luttant contre la contrebande d'alcool, ça ne te dit rien? Vaguement. Regarde ceci. Mais non, pas ceux-là, les autres.
the Untouchables. Ah ouais, génial ce film. Ah mais attention, Les Incorruptibles c'est bien plus qu'un film. Cette ligue de justiciers a réellement existé. Et voici l'homme qui monta la véritable équipe des Incorruptibles, qui ensemble livrèrent une guerre sans merci à Al Capone notamment. Face à la corruption des forces de l'ordre, Ness et son équipe montent un groupe d'hommes de confiance issus des services du Trésor. D'abord de 50, celui-ci est réduit à 15, puis à 9 membres. Les raids contre les distilleries et les brasseries commencent immédiatement. En 6 mois, Ness déclare avoir détruit pour $1 million de produits illégaux. Comme dans l'album de Tintin, je me souviens, il s'y rend tout comme Ness pour démanteler le réseau de crimes organisés autour de la contrebande d'alcool. Et il finira même par faire arrêter Al Capone et sa bande de malfrats. Passionnant. Hergé s'est vraiment inspiré du contexte historique de l'époque pour écrire ce Tintin. Mais est-ce qu'il a fait la même chose pour les autres albums? Et pour le savoir, direction le sud. Boston ou New York, ça te va? Non, je pensais à un endroit plus ensoleillé, disons l'Égypte. C'est bien l'Égypte. Les anciens pharaons, les sites archéologiques. Attendez, je vous rappelle quand même les gars qu'il ne s'agit pas de choisir une destination au hasard comme ça, juste parce qu'il fait beau, il faut quand même justifier ce voyage. Mais tu sais Sabine, que c'est en Égypte, au début du XXe siècle, qu'on en a fait l'une des plus grandes découvertes archéologiques. Revenons en 1902. Un Américain du nom de Monroe Davis reçoit l'autorisation de fouiller la vallée des rois à Luxor. Genre comme les chercheurs dans le film La Momie? Si tu veux. Toujours est-il que le Monroe Davis en question, après des années de recherche et de découvertes moyennes, pense que le site nous a livré tous ses secrets. Laisse-moi deviner, ce n'est pas le cas, il y a une suite, comme dans le retour de la momie. Du coup, et désolé si je passe vos références cinématographiques, c'est Lord Carnarvon qui reprend les fouilles en 1915. Je suis curieuse de savoir ce qu'ils ont trouvé ces deux-là. Bon, tu m'as convaincu, va pour l'Égypte. Allez, chante Marcel, on va chatouiller la postiche des pharaons. Alors me voici à Luxor, autrement dit, la vallée des rois. C'est ça la vallée des rois? Ça ressemble à un désert, ça n'a rien de royal. Tu ne vois que la surface, il faut imaginer le site il y a plusieurs milliers d'années. C'était autrement plus impressionnant. Ah ouais quand même, belle propriété. Comme tu le dis, c'est quand même ici qu'on a enterré un grand nombre de pharaons de l'Égypte antique. Cette zone est un véritable dédale de souterrains et de caves majestueuses. Mais pourquoi fouiller des tombes? Ils cherchaient quoi à la base? Ils recherchent la tombe d'un pharaon qu'on aurait enterré avec ses secrets. Et ils ont trouvé ce qu'ils cherchaient, c'est ça? Oui, ils ont trouvé le tombeau du 11e pharaon de la 18e dynastie. D'ailleurs, son nom vous dit certainement quelque chose. Il s'agit de Toutankhamon, plus ou moins 14 siècles avant notre ère. Ah ouais quand même. Jésus c'est un gamin à côté de lui. Tu te trompes, Toutankhamon n'était qu'un gamin lorsqu'il est monté sur le trône. Alors âgé de 9 ans, son règne s'est achevé à l'aube de ses 20 ans. Toujours est-il qu'on a failli ne jamais le connaître. Lord Carnarvon commençait sérieusement à en avoir marre de retourner le sable de la vallée des rois sans aucun résultat. Et j'ai justement à mes côtés une égyptologue qui connaît bien l'histoire. Professeur Rémy, pourriez-vous nous raconter comment Carnarvon et son équipe ont trouvé la tombe de Toutankhamon? C'est simple, en creusant plus profondément dans le sol, il a découvert un début d'escalier qui donnait sur une chambre. Nous sommes en novembre 1922. Mais pourquoi cette tombe était-elle si bas sous la terre? Simplement car le successeur de Toutankhamon n'avait aucun respect pour lui. Il voulait que son règne, considéré comme ridicule, soit symboliquement placé le plus bas possible dans l'histoire des rois d'Égypte. Et vous savez qui est allé en Égypte pour découvrir les tombes de pharaons? Ryan O'Connell? C'est qui celui-là? Mais enfin, c'est le beau gosse du film La Momie. On a une bonne avec ce film. Je ne pense pas que Fred parlait de lui. T'as raison, Jamy, moi je parlais de Tintin. Tintin? Mais qu'est-ce qu'il vient faire là, lui? Tintin, en revenant d'Amérique, rencontre un égyptologue. Permettez-moi de me présenter, mon garçon. Je suis le professeur Philémon Cyclone. Sur l'Epoméo, le bateau censé l'emmener jusqu'en Asie. Bientôt le canal de Suez, puis une escale à Aden, Bombay, Singapour, Hong Kong et enfin Shanghai. Après cette rencontre, Tintin décide d'aider l'égyptologue à retrouver le tombeau de Chios. Depuis sa vie, donc Tintin a été le professeur Cyclone à découvrir ce tombeau entouré de mystères.
qu'y a-t-il de mystérieux dans une cave avec des morts dedans? Ce que veut dire Fred, c'est que tous ceux qui ont essayé de retrouver le tombeau de Chios sont morts ou ont disparu dans d'étranges conditions. Tu veux dire que le tombeau était maudit? Effectivement, d'ailleurs on parle même de malédiction des pharaons. L'équipe qui a trouvé Toutankhamon a rencontré des problèmes similaires. Après la découverte, les membres de l'équipe sont tous morts dans des conditions étranges. Malédiction? Des morts bizarres? Ça commence à devenir cool. Ce qui est cool, comme tu dis, c'est le trésor du pharaon. 3000 artefacts en matière précieuse dans une seule chambre. Tintin aussi a trouvé un trésor? Si on veut, oui. Toujours est-il que Tintin s'est retrouvé mêlé à un trafic de drogue et d'opium. Et les trafiquants utilisaient la chambre de Chios pour entreposer leurs marchandises sous forme de cigares truqués. Et c'est eux qui tuaient les archéologues qui s'approchaient trop près de leur business. Mais tu sais que le trafic d'opium a réellement existé en Extrême-Orient. Enfin, c'est ce que j'ai entendu dire. C'est quoi l'Extrême-Orient? C'est un pays? Non, il faut tout lui apprendre. Professeur Mia, pouvez-vous nous éclairer? C'est une région qui comprend l'ensemble de l'Asie orientale. D'accord, mais c'est plus précisément en Chine que notre Tintin national va atterrir, non? En Chine? Mais c'est pas un peu dangereux là-bas? Effectivement. En 1931, la guerre sino-japonaise est déclarée entre la Chine et le Japon avec l'invasion de la Mandchourie. À mon commandement, présentez l'arme. Mon général, l'inspection peut commencer. Mais dis-moi, Jamy, Tintin s'occupait essentiellement du trafic d'opium, non? Et oui, Fred, alors que Tintin pense en avoir fini avec les trafiquants d'opium en Égypte, il retrouve l'origine de ce trafic en Chine. Et voilà d'ailleurs un bel exemple des effets des opiacés. Lao Tzu a dit « Il faut trouver la voie ». Ah oui. Moi, je l'ai trouvée. Il faut donc que vous la trouviez aussi. Oui. À vrai dire, je suis là pour ça. Et ensuite, vous connaîtrez la vérité. Puisque vous le dites. Mais tout d'abord, je dois vous couper la tête. Oh, c'est dangereux tout ça! Et oui, la petite voix, mais tu sais bien que rien n'arrête Tintin. Celui-ci va d'ailleurs collaborer avec les Fils du Dragon, qui combattent aussi le trafic d'opium en Chine. Il sera même kidnappé par son vieil ennemi, Roberto Rastapopoulos. Rasta quoi? Rastapopoulos, fais un effort s'il te plaît. Et c'est pas fini. Merci la petite voix. Grâce à son ami Chang, Tintin va enfin réussir à démanteler le réseau de trafic d'opium. Et au même moment, Fred, les troupes d'invasion japonaises se retirent. Merci professeur Mia. Et tout est bien qui finit bien. Pas tout à fait. Sais-tu que le Lotus Bleu n'a été édité qu'en 1993 au Japon? Ah non? Et pourquoi ça? Il ne la connaissait pas? Bien sûr que si, il la connaissait, mais l'album avait un fort ton anti-japonais. Et l'allusion à l'accident de Mukden, probablement perpétré par les Japonais, fut le déclencheur de l'invasion en Chine. Mais l'album n'a pas changé? Mais non. Mais alors, pourquoi ça ne dérange plus aujourd'hui? En fait, dans l'album japonais, une introduction a été ajoutée à cet effet pour expliquer le contexte et la politique de l'époque. En parlant de politique, tu as déjà entendu parler de la Sildavie? La principauté dont Hergé parle dans Tintin et le sceptre d'Ottokar. La Silda quoi? La Sildavie. J'ai beau chercher, je ne trouve pas. Pas de bol, hein, ça. Mais en observant les personnages dans l'épisode de ce Tintin et en les écoutant parler, je pense qu'ils viennent peut-être d'un pays de l'Est. Moi? J'ai été projeté hors de cet avion. Moi je sais. S'il le sait, il n'a qu'à le dire. En plus, il sera filmé et je sais qu'il adore ça. Faisons appel à Monsieur Dufay alors. Fred, il faut que je t'explique. Le plus simple est évidemment d'aller vers ma chaîne YouTube. Donc là, je suis en train de dire n'importe quoi. Je suis en train de dérailler complètement là, pour l'instant. Non, tout à fait. Logiquement, en bonne pédagogie, il faut prendre l'atlas, consulter l'index, aller à la lettre S et chercher la Sildavie. Alors, j'essaie de trouver la lettre S. Je vais tout à fait à la fin de la rubrique S et je tombe sur
Sydney, Syracuse, Syrie. La Syrie ne s'y trouve pas. Si elle ne s'y trouve pas, c'est qu'elle n'existe pas. Effectivement, la petite voix, ce pays a été inventé de toutes pièces par Hergé dans son album Le Sceptre d'Ottokar en 1939. Il s'inspire directement de la situation politique de l'époque et plus particulièrement du rattachement de l'Autriche à l'Allemagne. Ou encore l'invasion du royaume d'Albanie par les troupes italiennes de Mussolini. Donc j'avais raison, c'est bien un pays de l'Est. Oui, si tu veux, Fred. De plus, dans cet album, un complot est organisé avec à sa tête un certain Mussler, contraction de Mussolini et Hitler. Alors Tintin a été impliqué dans la Seconde Guerre mondiale. Et la Sildavie? Ce n'est que la contraction de deux régions roumaines, la Transylvanie et la Moldavie. Et voilà une nouvelle enquête de terminée. L'enquête suivante nous emmène par-delà les frontières humaines. Le 16 juillet 1969, Armstrong fut le premier homme à marcher sur la Lune. Celui-là? Non, pas vraiment. Oups. Celui-là alors? Non plus, non. Ah, bouse. Celui-là alors? Et tu le fais exprès ou quoi? Neil Armstrong. Ah, mais précise alors. Bref, Neil Armstrong est le premier homme à avoir posé le pied sur la Lune. Enfin, c'est ce que nous disent les livres d'histoire. Mais sais-tu, Jamy, qu'une autre personne a mis le pied sur la Lune avant lui? Bien sûr, Fred, il s'agit de Tintin. En effet, en 1953, soit 16 ans plus tôt, le jeune reporter belge est le premier homme à poser le pied sur la Lune. Ça y est, j'y suis. Et voici maintenant Milou qui vient me rejoindre. Et voilà, Milou est le premier chien à marcher sur la Lune. Les années 50 sont marquées par la guerre froide. Une guerre qui opposait la Russie et les États-Unis. Guerre dans laquelle chacun cherche à montrer qu'il est le plus fort. Pour prouver leur puissance, les deux pays vont donc mener une course à l'espace. Une course qui sera finalement remportée par la Belgique et la Sildavie en 1953. C'est bien beau tout ça, Jamy, mais je n'en ai jamais entendu parler dans la presse et on ne m'a jamais appris que Tintin avait marché sur la Lune à l'école. Bien sûr qu'il a raison. En voici la preuve en images. D'accord, mais il pourrait très bien s'agir d'un montage. Ça aurait très bien pu être tourné en studio. Mais tu sais, Fred, tu n'es pas le seul à te poser la question. En effet, quelques années après la diffusion des images de Tintin posant le pied sur la Lune, une polémique a vu le jour et des théories du complot ont remis en cause la véracité des images. Pourquoi? Tout simplement à cause d'une incohérence dans le récit et les images diffusées. Effectivement, Jamy. D'ailleurs, nous avons rencontré le professeur On the Moon, spécialiste de l'Institut national du pied sur la Lune, pour nous parler de ces incohérences qui ont fait couler tant d'encre. Tout d'abord, lorsque la Terre a annoncé à l'équipage de la fusée qu'ils avaient atteint la vitesse de 11 km par seconde et que dès lors, ils n'étaient plus soumis à l'attraction terrestre, tout ceci est une représentation qui est fausse. Ensuite, voyez-vous, lors de la manœuvre de retournement, la fusée devrait continuer sa rotation car il n'y a pas de moteur dans le sens opposé. Et finalement, lorsque la fusée est à l'arrêt, car le capitaine Haddock est sorti de celle-ci, la fusée n'est pas attirée par l'astéroïde, alors que le capitaine l'est. Oh non, mon Dieu, il est attiré par la masse d'Adonis. Capitaine! Voilà pourquoi beaucoup de sceptiques préfèrent dire que c'est Neil Armstrong qui a marché sur la Lune plutôt que Tintin. Et voici une nouvelle enquête résolue. La dernière étape de notre voyage dans le temps nous emmène en Amérique centrale. Mais dis-moi, Jamy,
Tintin est allé en Amérique, à Chicago, pour faire arrêter toute une bande de mafieux. Il est allé de l'Égypte à la Chine pour démanteler toute une bande de trafiquants d'opium. Il est allé en Moldavie, a résolu quelques problèmes politiques. Il est même allé dans l'espace pour marcher sur la Lune. Mais dans tout ça, dans toutes ces aventures, pas une tache d'ombre, pas une bavure. Eh bien si, malheureusement Fred, le dernier album de Tintin, chez les Picaros, retrace la terrible révolution cubaine de 1959. Ah bon? Oui, je m'explique. En 1952, Cuba subit un premier coup d'État emmené par Fulgencio Batista, éminence grise de la junte militaire. Éminence grise? C'est quoi ça, une éminence grise? C'est un conseiller qui influence les décisions politiques et militaires, un peu comme un marionnettiste qui tire les ficelles. D'accord. Et il met donc en place un régime autoritaire et corrompu. C'est bien ça, mais très vite, un groupe d'opposants au régime, avec à sa tête un jeune avocat du nom de Fidel Castro, se forme. Mais dis-moi, Jamy, qu'est-ce que Tintin a à voir là-dedans? J'y arrive, Fred. Après 2 ans de guérilla, les armées rebelles de Fidel Castro profitent d'une grève générale qui paralyse le pays pour prendre le pouvoir à La Havane. La Havane, une grève générale, je ne vois toujours pas. Je vais aller me renseigner. C'est pourtant simple. Hergé, comme nous le savons, a trafiqué l'histoire pour en faire un divertissement. Dans ce contexte, plus qu'un autre, et sous la pression de Moulinsart, il a dû modifier pratiquement toutes les références historiques. D'accord. Alors dites-moi, professeur Carter, pouvez-vous nous expliquer le lien entre les faits historiques réels et les faits que Tintin a réellement vécus? Oui, le premier indice se situe déjà dans le titre même de l'album, donc Tintin et les Picaros, parce qu'il faut savoir que Fidel Castro, au moment de mener sa révolution, avait un nombre très faible d'hommes, auxquels on a donné un surnom, les Barbudos, ça ressemble un petit peu à Picaros. Il y a aussi le fait que San Teodoros est une représentation de Cuba, qu'Hergé a préféré situer dans les terres plutôt que sur une île pour ne pas trop élever les soupçons, et afin de pouvoir récupérer le personnage fictif et récurrent du général Alcazar, qui n'est autre que la personnification de Fidel Castro. Un autre indice est la pyramide de Kukulkan, lieu de rencontre entre Tintin et le général Alcazar. Kukulkan? C'est vraiment un nom ridicule pour une pyramide. Et pourtant, cette pyramide existe sur le site maya de Chichen Itza, au Mexique. Et quel est le rapport avec Fidel Castro et ses guerrilleros? Fidel Castro, après sa première tentative de coup d'État le 26 juillet 1953, a été contraint à l'exil. Et justement, cet exil s'est fait au Mexique. Et il faut savoir que Chichen Itza est un symbole très important pour le peuple mexicain. D'accord. Mais il reste une question. Pourquoi le carnaval? Mais enfin, Fred, tu sais bien que Hergé est belge. Et quel événement commun entre l'Amérique du Sud et la Belgique est le plus évident? Effectivement, initialement, le soulèvement était prévu un jour de grève nationale, permettant ainsi aux guerrilleros un accès plus aisé pour prendre d'assaut le palais présidentiel. Hergé, ne pouvant reprendre l'idée d'une grève générale trop flagrante par rapport aux implications politiques de Tintin, dut trouver une solution mobilisant autant de monde qu'une grève nationale. Ça lui a même permis d'intégrer dans son dessin un symbole belge par excellence. Les costumes des Picaros n'étant pas sans rappeler nos célèbres Gilles de Binche. Mais dis-moi, Jamy, on n'oublierait pas quelqu'un dans cette histoire? Non, je ne pense pas. Eh bien si, on a oublié le colonel Spons. Il est la représentation des nazis qui ont émigré en Amérique du Sud pour échapper à la justice européenne. Mais alors, il y a vraiment eu un ancien militaire dans l'ombre du régime totalitaire cubain? On n'en est pas sûr. Tintin n'a jamais voulu répondre aux questions concernant son implication dans la révolution cubaine. N'est-ce pas, Sabine? En effet, Fred, Tintin est une vraie tombe à ce sujet. Mais le professeur Tournesol a quand même accepté de répondre à nos questions. Alors, professeur Tournesol, que pouvez-vous nous dire au sujet du général Spons? Un sconce? Mais pourquoi me parlez-vous de moufette? Mais non, professeur, Spons, un général nazi qui aurait été l'éminence grise de Fulgencio Batista. La tour de Pise en Amérique du Sud? Voyons, ma petite Sabine, mais révisez votre géographie. Mais ne deviez-vous pas me parler d'un général nazi
aux commandes du gouvernement cubain? Si, professeur, le général Spons, éminence grise du président Batista. Que pouvez-vous nous en dire? Mais je ne sais pas, moi, s'il y a des sconces dans la tour de Pise. Vous en avez, vous, des questions bizarres? Ah... Bon, j'abandonne, Fred. Je n'en tirerai pas plus. Eh bien, Jamy, voilà qui clôture notre tour du monde du XXe siècle avec Tintin sur un malentendu de fin. Je dirais même plus sur un fin malentendant.